Gérard Blier, bonjour. Bonjour Yann. Vous nous racontez aujourd'hui la suite de la guerre d'indépendance des États-Unis. Voilà, on va voir aujourd'hui que la France, qui entre progressivement dans le conflit, elle finit par jouer un rôle important en volant au secours des insurgents américains et en facilitant leur victoire. Donc, une intervention vigoureuse et décisive de la France. Alors, à partir du moment où la France donc entre dans le conflit, elle va s'intéresser à l'aide apportée sur le terrain en Amérique du Nord, donc aux insurgents. Et donc il va y avoir une série de combats qui vont se dérouler, non pas du tout dans tous les États-Unis d'Amérique actuelle, puisqu'ils n'existent pas, mais dans le nord-est des Amériques, de l'Amérique du Nord, dans le nord-est des États-Unis actuels, essentiellement autour de l'État de Virginie. L'État de Virginie qui vient mourir contre Washington, la ville de Washington, pas très loin de l'océan Atlantique. Donc on est dans le nord-est des États-Unis. C'est le théâtre principal des opérations. C'est là où tout va se jouer. Vous allez nous parler de Lafayette, j'imagine. Ah, bien sûr, naturellement, et ça ne va pas tarder. Bon, alors avant, donc comme je l'ai dit, avant 1780, la France est en état de guerre avec l'Angleterre. On a déjà vu les affrontements au large de la Bretagne, d'accord. Mais au Canada, enfin en France, aux États-Unis même, à la région qui va devenir les États-Unis, l'aide française, elle existe, mais c'est une aide qui est mesurée, parce qu'effectivement, il faut traverser l'Atlantique, même si la marine française a fait de gros progrès, les Anglais sont aux aguets, ça ne se fait pas évidemment tout seul. Donc, avant 1780, l'aide française est mesurée. Et c'est ainsi, vous parliez tout à l'heure de Lafayette, vous avez raison, avant 1780, eh bien, l'armée française n'intervient pas escalitée d'une manière organisée et ordonnée. Ce sont des volontaires qui sont encouragés par le pouvoir politique en France, qui vont, dans ce qui va devenir les États-Unis, pour aider à titre personnel, mais avec l'accord de la royauté française, pour aider les insurgents. Et alors il y a Lafayette, le jeune Lafayette, plein d'enthousiasme, qui réussit très rapidement, compte tenu des services qu'il rend dès qu'il arrive aux côtés des insurgents, qui est nommé à 19 ans, il est nommé général par George Washington, qui est le chef des insurgents. Donc le marquis de Lafayette, très très jeune, plein d'enthousiasme, apporte son concours. Il fait partie, il n'est pas le seul, mais il fait partie de ces volontaires. C'est un général américain alors. Ce n'est pas un général français. Alors, c'est un général, c'est ça. Il reçoit le grade de général dans le cadre des forces qui combattent naturellement en Amérique. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas simple parce que les Anglais qui n'ont pas affaire à ce moment-là, un fort contingent français tiennent tête largement aux insurgents. Et c'est ainsi qu'il y a deux batailles, Savannah et Charleston, qui ne sont pas des batailles décisives, mais qui sont des victoires anglaises. Donc au début, malgré l'arrivée de quelques volontaires français, eh bien, les Anglais restent tout de même les plus forts et tiennent tête donc aux insurgents, aidés par quelques Français. Alors, en 1780, c'est un tournant. C'est un tournant parce que, compte tenu de ce qui se passe en Amérique du Nord, compte tenu de l'opinion qui est très favorable aux insurgents, il y a de fortes pressions qui s'exercent sur le roi, et le roi Louis XVI, qui a déjà une sympathie personnelle pour les insurgents, le roi Louis XVI, avec ses ministres, décide l'envoi, alors de quoi? D'un vrai corps expéditionnaire. Alors, un vrai corps expéditionnaire, donc, se rend donc aux États-Unis. Et ce corps expéditionnaire, il est important, puisqu'il se compose, alors, comme il s'agit de combattre, d'aider les Américains qui combattent sur Terre, il faut transporter des soldats. Il y a, pense-t-on, 36 vaisseaux de transport, c'est considérable, 36 vaisseaux de transport, et qui sont protégés par 13 vaisseaux de guerre. Donc, c'est une armada, voyez-vous, de près de 50 grands vaisseaux qui traversent l'Atlantique. Et ça, on peut le faire parce que la flotte française a progressé. Et alors, parmi ces vaisseaux français, parmi les 13 vaisseaux qui accompagnent les navires de transport, il y a une frégate qu'on connaît un petit peu dans la région, c'est la fameuse Hermione. La Hermione
frégate, c'est-à-dire un bateau qui est bien armé, mais qui est surtout destiné à... Il n'y avait pas le radar à l'époque, hein, bon, il n'y avait pas la reconnaissance aérienne. Les frégates, par rapport aux bateaux de ligne, ce sont des bateaux plus légers, mais très rapides, grâce à leur voilure, et qui vont voir ce qui se passe tout autour, hein, mais qui sont capables de se battre. Alors la Hermione fait partie de l'expédition, et dans la Hermione, dans le bateau, eh bien, pendant la traversée, il y a un certain Rochambeau, et Rochambeau va devenir un des chefs, ou peut-être même, on peut dire très rapidement, le principal chef du corps expéditionnaire français. Donc, rôle de la Hermione. Alors, le comte de Rochambeau est à la tête d'un contingent qui est très fort, c'est-à-dire que dans la première traversée, il y a 6000 hommes, 6000 soldats. Alors là, ce ne sont pas de simples volontaires, ce sont des soldats qui sont bien armés, avec, on l'a déjà dit, une belle artillerie, une artillerie qui va jouer un rôle important. 3000 hommes vont arriver un peu plus tard, ce qui fait que ce n'est pas négligeable pour l'époque, hein, il n'y avait pas des millions d'hommes dans les guerres. Le corps expéditionnaire français, on estime qu'il atteint 10 000 soldats. Hein, il y a 10 000 soldats qui vont se battre. Alors, avec Lafayette est avec eux, mais c'est Rochambeau qui commande. Et ces 10 000 soldats, ils vont jouer un rôle très important aux côtés des forces des patriotes, c'est-à-dire des insurgents. On peut se demander, évidemment, on ne peut pas refaire l'histoire, mais s'il n'y avait pas eu le corps expéditionnaire français, beaucoup d'Américains à l'heure actuelle le savent, ma foi, l'issue de la guerre aurait été peut-être différente. Ça aurait été reculé pour mieux sauter, mais là, le corps expéditionnaire français, 10 000 hommes, bien armés, bien commandés, va jouer un rôle extrêmement important. Et alors, le sort de la guerre va se jouer à l'automne 1781, alors en Virginie, pas très loin de la mer, puisque le sort de cette guerre va se jouer au fond d'une baie très profonde, la baie de Chesapeake. Cette baie de Chesapeake, elle est bordée à son fond par la ville de Yorktown. Alors, c'est important de dire ça parce que dans les livres d'histoire, bon, on ne va pas faire durer le suspense, c'est une défaite anglaise, c'est donc un grand succès pour les Américains et les Français. Alors, on parle tantôt de la victoire de Yorktown ou de la victoire de Chesapeake. Bon, c'est à peu près la même chose. Pourquoi? Parce que la ville de Yorktown, c'était une ville à l'époque qui était importante, tout à fait au fond de cette baie profonde, et la ville de Yorktown était défendue, et pour les Anglais, c'était évidemment l'élément essentiel de leur dispositif. Il y avait un général, Cornwallis, qui ne voulait pas se laisser faire et qui pensait bien faire échec aux assiégeants. Et les assiégeants arrivent par la baie de Chesapeake. Alors bien sûr, les combats, voyez-vous, vont se dérouler dans la baie même, c'est donc une bataille navale, on peut dire la bataille de Chesapeake, mais sous les murs de Yorktown. Et à partir du moment où la bataille navale va tourner à l'avantage des Français et des insurgents, à ce moment-là, bien sûr, Yorktown est pratiquement condamné puisque la ville est complètement bloquée. Alors donc, convergence de forces extrêmement importantes, parce que tout le monde voit, aussi bien du côté anglais que du côté français et insurgent, que cette bataille, disons, de Chesapeake et Yorktown, c'est une bataille qui est décisive. Alors, il y a, dans un premier temps, il y a une bataille navale, évidemment. Il y a une grande bataille navale sous les murs de Yorktown. Hein, les assiégeants et les assiégés regardent ce qui se passe, parce que beaucoup de choses dépendent du succès de la bataille navale. Et les forces en présence sont assez équilibrées, mais il faut reconnaître que pour les navires de ligne, ceux qui ont l'artillerie, qui sont destinés à détruire l'adversaire, les Français, parce que là les insurgents n'ont pas de bateau, hein, la flotte franco-insurgent, c'est en fait la flotte française. Les Français ont 24 navires de ligne contre 19, 24-19, c'est relativement équilibré, mais les Français ont l'avantage. Et alors, aidés par un excellent commandement, par l'artillerie, eh bien les Français, avec les insurgents, donc l'emportent. Et la flotte anglaise, elle n'est pas exterminée, elle n'est pas détruite, mais elle doit se retirer. Elle se retire de la baie de Chesapeake vers le large, les Anglais retrouvent le grand large, là ils sont à peu près tranquilles, et naturellement, à ce moment-là, au grand désespoir de leurs collègues anglais, soldats, qui défendaient la ville de Yorktown. Les défenseurs de Yorktown voient la flotte anglaise battue, par conséquent, ils savent que, dans le fond, leur ville maintenant est condamnée. Alors, c'est ainsi que, dans ces conditions, eh bien, après quelques semaines de siège, en octobre 81, après une belle défense, Yorktown capitule, un peu dans la situation, c'est inversé par rapport 20 ans avant à Québec, hein, voyez-vous, c'est-à-dire à Québec, la France était très bien défendue, mais les Anglais étaient trop forts, il fallait capituler. Là, c'est exactement le contraire. Alors, capitulation de Yorktown. Alors, à ce moment-là,
Bien sûr, la situation, elle est extrêmement mauvaise pour les Anglais et brillante pour les insurgents et pour les Français. La flotte anglaise a été éliminée, elle va se battre aux Antilles, mais enfin, elle n'est plus sur le théâtre des opérations principales. À ce moment-là, il y a des négociations, les Anglais se rendent compte, ils sont réalistes les Anglais, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus la main dans cette affaire, ils ont affaire à plus fort qu'eux, et les Anglais donc cèdent. Et c'est ainsi que, en novembre 82, les Anglais acceptent officiellement l'indépendance de leurs 13 colonies d'Amérique du Nord. Le jour de l'indépendance dont on a parlé la dernière fois, c'était une autodétermination. C'était les colonies américaines qui s'étaient déclarées indépendantes. Les Anglais n'étaient pas d'accord. Puisque là, après Yorktown, chez Zappik, les Anglais donc acceptent l'indépendance de ces 13 colonies. Et alors, en septembre 83, est signée à Versailles une paix générale. Alors voyez-vous le fait, Yann, que la paix soit signée à Versailles, comme 20 ans avant. 20 ans avant, ça avait été signé à Paris, ça montre que la France joue un rôle important, évidemment, dans cette guerre. Alors le traité de Versailles, eh bien, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il règle, toutes les questions en suspens. Il ne remet pas en cause, évidemment, l'indépendance des nouveaux États-Unis, mais donc il s'agit d'une confirmation éclatante. Et là, la France signe, c'est-à-dire que la France, au traité de Versailles, confirme évidemment son accord total, donne sa parenté, donne son aval pour la création des États-Unis. Et c'est pour ça que on peut dire que l'indépendance des États-Unis, ça s'est fait, si vous voulez, au point de vue des textes, en deux temps. La déclaration d'indépendance, l'indépendance donc, et puis quelques années après, bien sûr, après Yorktown, le traité de Versailles de septembre 83. Alors, la conclusion que l'on peut apporter à cette affaire, c'est que ces opérations militaires sont incontestablement une très grande victoire pour les insurgents, qui arrachent donc leur indépendance, mais les insurgents sont très reconnaissants à la France. Et depuis, alors on sait très bien, Yann, que l'actualité, les cinémas, etc., ça montre que tout n'est pas clair. Bon, mais enfin, la France depuis, et les États-Unis, on l'a vu dans les deux guerres mondiales, la France et les États-Unis sont des alliés. Et comme l'avait dit le président Obama quand il avait appris le massacre du Bataclan à Paris, il avait téléphoné, c'était François Hollande, et il avait dit en français, Monsieur le Président, mon cher François, on n'oublie pas, les Américains n'oublient pas que vous êtes notre plus vieil allié, vous Français. Voilà. Alors donc, c'est un grand succès diplomatique, incontestablement, pour la France, et c'est une revanche sur quoi? Sur la guerre de 7 ans et sur le traité de Paris, c'est-à-dire que pour la fierté française, Versailles efface Paris, 20 ans avant. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.